Lui, c'est un coutumier des faits. Nous avons établi sa responsabilité. Je n'ai pas donné des détails parce que finalement, les gens ne vont plus lire le livre. Nous avons établi la responsabilité du Premier ministre. Vous savez que ça a été un débat. Ça a été un débat. Le pouvoir, lorsqu'il a compris qu'il était acculé et dos au mur, parce que je vais vous le dire, ce dossier-là, mais c'est une épine entre les doigts de Macky Sall. Et il le sait. Ils ont très mal sur ce dossier, parce qu'ils savent très bien que tout ce qu'on leur a reproché dans ce dossier est vrai. Quand ils ont été acculés, leur ligne de défense, c'était 2 à 3 choses. Je l'ai dit tantôt, oui, le pétrole, c'est technique, etc. Deuxièmement, voilà, nous ne pouvons pas ne pas signer parce que c'est la continuité de l'État. La continuité de l'État. Ça ne les a pas empêchés, et je le rappelle ici, de résilier des contrats pétroliers même, qu'ils ont considérés non fondés parce qu'ils ont été signés à la hâte entre les 2 tours. C'est le cas de Diourbel d'ailleurs, et de l'autre bloc qu'on avait donné à Franck Timis qu'ils ont récupéré, dans le cadre d'African Petroleum. Et le troisième élément, c'était de dire, lorsque notamment le Premier ministre Abdou Maï s'est prononcé, que ah oui, mais lui, de toute façon, il a contresigné. C'est grave parce que même si le contreseing a emporté une responsabilité, ça voudrait dire qu'il cherche simplement un complice, mais ça ne les lave pas. C'est un aveu. Encore que les développements juridiques que tous les juristes ont dit, Maître Boukounta, vous-même, beaucoup d'autres, c'est que le contreseing ne crée pas une posture de co-auteur d'un acte, en réalité. Mais là où la responsabilité du Premier ministre est engagée cette fois-ci, c'est son zèle, l'autre Premier ministre, je veux dire, mon ami de l'Assemblée, c'est son zèle à défendre l'indéfendable, allant jusqu'à menacer les citoyens qui se prononceraient désormais sur le pétrole. Tout ce que j'ai développé sur le contreseing lui est carrément applicable. Sauf dans le cas où, profitant du limogeage non fondé de Thierno Alassane, parce que lui il refuse de prendre de la démission, donc, ce n'est pas un limogeage, parce que tu refuses de prendre les valises, hein, je le précise. Mais profitant de cette situation-là, le Premier ministre est devenu ministre du pétrole et s'est empressé de signer le dossier de pétrole. Là, ça dépasse la compétence du Premier ministre et là, il engage sa responsabilité personnelle. Bref, le cas Aliou Sall, qui est un cas particulier. Ah, voilà un homme qui a servi de cheval de Troie à Franck Timis. La même méthode qu'il a appliquée un peu partout. Là-bas, c'est un fils de président ou de présidente qu'il va prendre. Là-bas, c'est le frère du président Compaoré, etc. Partout où il passe, parce que c'est un trafiquant d'influence. Franck Timis n'avait aucune aptitude. Il ne remplissait pas les critères financiers, ni les critères techniques. Et c'est partout où il passe, il a fait ça. J'ai fait de long développement en faisant des recherches sur l'homme pour vous dire que c'est des aventuriers et des bandits financiers que le président Macky Sall a introduits dans notre pétrole. Et c'est là où se trouve le danger d'ailleurs. Le mal, il est là. Et donc, après le départ du régime libéral, parce que rappelons qu'effectivement, le contrat a été signé sous le régime libéral. Ça, c'est la vérité pour l'affaire Petro-Tim particulièrement. Mais en la matière, seul le décret d'approbation confère droit définitif. Et ça, le décret d'approbation n'était pas intervenu sous ce régime-là. C'est sous le régime du président Macky Sall que le décret est intervenu. Et Franck Timis ayant entamé une opération, n'ayant pas pu terminer, c'est-à-dire avec son écran qui était Eddie Wong, qui n'était qu'un écran, le régime change, les responsables changent, il lui fallait une clé pour ouvrir, et cette clé, c'était tout trouvé, c'était Aliou Sall, qui est notre GR Ewing national. Ça, personne ne peut nous empêcher de le dire, parce que c'est comme ça qu'il est entré dans le dossier, et dès qu'il est entré dans le dossier, il est allé voir son frère le président pour lui demander de signer l'accord. Et le président Macky Sall, qui au début a dit qu'il n'était pas informé, s'est trahi lui-même, parce que rappelez-vous quand il faisait sa déclaration à Paris, il disait que voilà, les gens parlent beaucoup, mais moi, lorsque Aliou Sall est venu me voir,
je lui ai dit, je ne te nommerai jamais, je ne prendrai jamais un décret pour te nommer à une fonction publique, mais il faut aller voir dans le privé. Et plus tard, quand il est venu me dire qu'il a trouvé quelque chose avec une société pétrolière, j'ai dit, voilà, c'est bon. Et maintenant, il a oublié d'ailleurs son serment parce qu'il a pris un décret pour le nommer. Mais c'est ça qui s'est passé en réalité. Et c'est retracé exactement dans le rapport de l'IGE, qu'ils ne veulent pas déclassifier ou publier. Enfin, la responsabilité de ceux qui sont venus après, notamment le ministre des Finances, Amadou Ba, qui est allé à l'Assemblée nationale, pour défendre mordicus l'exonération et la non-imposabilité des opérations. En sachant lui-même, en tant qu'inspecteur des impôts, que ce qu'il raconte n'est pas vrai. Et c'est là où j'ai fait des développements sur la notion de concussion, qui ne signifie rien d'autre que, par son action ou son inaction, le fait pour un agent public de conférer à quelqu'un des avantages indus. Donc, dans cette partie, j'ai fait ces développements-là et j'aurais souhaité que ceux qui sont dans la dénégation, qui sont désormais sur la défensive, notamment le gouvernement, puissent répondre par les mêmes formes à tous les arguments que j'ai à développer et qui étayent ou qui fondent les accusations que j'ai formulées, parce que je ne prendrai jamais sur moi quand même de formuler des accusations aussi graves à l'endroit d'un président, surtout lorsqu'on sait que dès qu'il se réveille du sommeil, il mord. Je n'aurais jamais pris le risque de formuler des accusations si graves si je n'avais pas les arguments pour les étayer. Enfin, dans l'avant-dernière partie, nous avons interpellé le peuple sénégalais. Parce qu'en réalité, ces questions de gouvernance qui se posent à nous ne trouvent leur terreau que dans l'inaction ou la passivité des Sénégalais. C'est ça la vérité. On peut révéler un scandale aussi gros que l'Himalaya, les Sénégalais vont en parler pendant 2 jours dans les salons et puis ça passe. On n'y arrivera jamais comme ça. Il faut que les Sénégalais assument et comprennent que personne ne fera ce pays à notre place. Vous ne pouvez pas avoir un pays, avoir l'opportunité d'avoir des ressources et qu'un groupuscule, quelles que soient les fonctions dont ils sont investis, puisse faire n'importe quoi et aucun Sénégalais ne bouge même pas le petit doigt. Il faut, excusez-moi du terme, moins d'hypocrisie. Parce qu'on veut tous le bien, mais on n'est pas prêt à faire les sacrifices pour aller vers ce bien. C'est ça le problème. Quand ces problèmes se posent, j'ai interpellé tous les segments de la société. Et ça a été interpellé d'une certaine manière, interprété du moins, ou alors certains ont voulu noyer le fond du livre dans un débat inutile en disant qu'il a dit ceci par rapport à la presse. Oui, j'ai interpellé la presse, entre autres acteurs. J'ai interpellé la classe religieuse. J'ai interpellé les hauts fonctionnaires. J'ai été plus dur avec mon ancienne administration, notamment les impôts et domaines, qu'avec la presse. J'ai interpellé les Sénégalais dans toutes leurs composantes. J'ai vu ici des imams monter dans leur khutba pour s'attaquer à des fonctionnaires qui trahissent les secrets, etc. Mais c'est extraordinaire. Mais la religion, il faut que un imam dans un sermon de Tabaski pour s'attaquer à des gens parce qu'ils ont dit que ça, c'est pas bon ou ça compromet les intérêts du Sénégal. Nous avons interpellé les différentes composantes en disant qu'il faut une réaction. Mais nous ne sommes pas limités à ça. Nous avons suggéré des actions judiciaires. Et certaines actions judiciaires ont été déjà entreprises. C'est le lieu d'ailleurs de féliciter le comité sénégalais pour le recouvrement des avoirs pétroliers. Parce que les Sénégalais doivent savoir que nous avons lancé cette initiative-là et que nous avons déposé dans le cadre du FCPA aux États-Unis, dans le cadre du Bribery Act en Grande-Bretagne. Nous avons déposé des recours auprès du département de la justice américaine, auprès de l'organe correspondant au niveau de la Grande-Bretagne. Et hier, pas plus tard qu'hier, je voyais dans le WhatsApp group le coordonnateur, notamment Alun Gueye, qui envoyait la réponse de BP
par rapport à l'interpellation qui lui avait été formulée. Il y a quelques jours, c'était la réponse de Total. Nous avons déposé pour dire, vous avez tantôt parlé de l'affaire Gadio, nous ne désespérons pas qu'un jour, un de ces bandits en col blanc là se rende aux États-Unis et que n'en reviennent pas. Nous avons déposé, ces dossiers ont été reçus par qui de droit, ils ont accusé réception et ils nous ont demandé des compléments de dossiers que nous avons fournis. Je disais l'autre fois dans une émission que moi-même j'ai été reçu à 2 reprises ici à l'ambassade des États-Unis et j'ai été largement entendu par le procureur qui était là-bas, par le représentant du FBI sur la question. Parce que dans tous ces États, il y a ce qu'on appelle une législation contre la corruption transfrontalière et elle est extrêmement sévère. Et dans ce dossier, comme je le dis, beaucoup de types d'infractions sont réunis. Il y a eu fraude fiscale, il y a eu blanchiment de fraude fiscale, il y a eu trafic d'influence, il y a eu concussion, il y a eu, j'aurais même pu dire qu'il y a eu délit d'initié. Délit d'initié. Parce que c'est le débat que vous posiez tantôt quand vous disiez est-ce qu'il n'avait pas l'information au moment où il venait. Beaucoup de types d'infractions qui tournent autour des délits voisins à la corruption sont réunis dans ce dossier-là. Et je terminerai par lancer un appel quand même à tous ceux qui sont là, mais à tout le peuple sénégalais. Ça va être extrêmement difficile. Vous savez, quand les gens disent pétrole génnagul sax ñu ngi rey gox, j'ai mal quelque part. Parce que li nit ñi xamul mooy décret yi Macky Sall signé tey su doon dans 20 ans le pétrole di génn décret yooyu ñooy wax naka la ñuy séddalee pétrole bi diggante tubaab bi ak ñun. Décret yi mu signé tey c'est ça qui régira quel que soit le nombre d'années qui passeront. En 2022, on dit qu'il y aura les premiers barils. C'est les décrets que le président Macky Sall avait signés en 2012, renouvelés en 2016, qui vont définir les conditions de partage de ces produits-là. Et pour remettre en cause ces décrets-là, il va falloir, en tout cas moi je le dis, et je l'ai dit dans l'ouvrage, personnellement, si j'étais président de la République, ou si j'étais dans l'équipe qui gouvernera le Sénégal, qui devra gouverner le Sénégal, tous ces contrats devront faire l'objet de renégociation. Ou à défaut, on nationalisera. Parce que le peuple sénégalais a plus besoin de ces ressources-là que les multinationales et les pays étrangers auxquels le président Macky Sall a voulu les livrer. J'en aurais terminé parce que j'ai été long et je me perds dans mes documents quand j'aurais dit simplement que j'invite les Sénégalais à lire et à comprendre cet ouvrage. Sans passion, j'ai tout fait pour que l'ouvrage soit un ouvrage scientifique. J'invite également le gouvernement à sortir des polémiques politiciennes et stériles